Alors, on va parler un petit peu des quadriciels, hein, C2 qu'on va utiliser essentiellement pour faire vos captures de flag et vous former au maniement hein, d'un C2. Une fois que vous aurez compris les grandes bases, ça sera un peu tout le temps la même chose. C'est la terminologie, le jargon hein, qui va varier. Alors, on a naturellement, bah, c'est utilisé par les red teamers, mais également les adversaires. Donc, on va avoir des versions piratées hein, qui circulent. Je vous en parlerai, je ferai une vidéo à ce sujet et des versions premium hein, payantes. D'accord. Alors, est-ce que je dois utiliser une version payante hein? C'est une excellente question. D'accord. Naturellement, ils sont moins susceptibles d'être détectés par les fournisseurs d'antivirus. Hein. Vous avez, avec Cobalt Strike, par exemple, une sorte de hub. Hein. On va pouvoir déployer ces profils malléables, hein, les malleable profiles, et on va pouvoir télécharger hein, tout simplement des modules de post-exploitation plus avancés, des fonctions de pivot, les dernières fonctionnalités hein, qui ont été livrées. Donc ça, c'est l'avantage. Ça peut être super intéressant, un peu comme à l'image de Burp. Quand vous avez une version payante de Burp, vous pouvez aller, ou gratuite d'ailleurs, vous pouvez aller sur le hub récupérer d'autres outils hein, qui vont faire des choses complémentaires. L'avantage de Cobalt Strike, c'est qu'il a cette faculté d'ouvrir un tunnel VPN à partir d'une balise, d'un beacon. Hein, ça, c'est très, très puissant. D'accord. C'est fantastique si jamais votre proxy que vous avez mis en place ne fonctionne pas. Donc encore une fois, hein, le plus dur, c'est on adapte le C2 à la surface d'attaque hein, et en fonction de la surface d'attaque, on va utiliser des vecteurs d'attaque. Et puis c'est pareil, hein, savoir maîtriser les proxys, c'est simple à comprendre, c'est très dur à maîtriser. Encore une fois, le fait de passer par de multiples machines de rebond peut compliquer les choses. Donc il faut savoir un petit peu comment faire. Heureusement, hein, on a des outils qui nous permettent d'automatiser tout ça. D'accord. Mais rien ne vous empêche de maîtriser hein, quand même les bases sur P-Link, Chisel, Socat, Netcat, etc., etc., etc. D'accord. Donc Metasploit, vous m'avez déjà vu l'utiliser hein, maintes et maintes fois. Je ne vais pas le présenter, je vais vous mettre une capture d'écran. Hein, je pense que vous connaissez tous. Outil utilisé d'ailleurs dans la série Mister Robot. Et ensuite, on a Hermitage. Hermitage, on va venir se l'installer, on va voir un peu. C'est un framework Metasploit. C'est une extension qui va nous permettre tout simplement d'ajouter une interface graphique. Hein, ça a été écrit en Java. Et ça ressemble à Cobalt Strike. C'est le Cobalt Strike du pauvre, hein, du très pauvre. Donc c'est Raphaël Mutch hein, qui a écrit ça. Mais c'est un bon moyen d'énumérer et de visualiser vos cibles. Hein. Ça ressemble à Cobalt Strike. Un des trucs les plus connus hein, et qu'adore quand on commence hein, les kiddies, c'est l'Ave Maria. Hein. Le Hail Mary, ça va scanner en fait les services exécutés sur un poste et ça va automatiquement pousser des exploits. Donc c'est facile pour pirater. Hein. Par contre, c'est très bruyant au niveau du réseau et vous allez tenter des centaines d'exploits contre une machine. D'accord. C'est du fast and easy hacking. D'accord. C'est quand on débute. Mais voilà. Déjà, pour se former, c'est pas mal. Après, on a PowerShell, Empire, Starkiller. Hein, je vous l'avais montré lors de CTF. Donc c'était un projet qui a été abandonné, hein, qui a été repris hein, par la BC Security hein, de la Colombie-Britannique. Donc là, pour le coup, avec Empire, on a des agents écrits dans différents langages compatibles avec plusieurs plateformes, ce qui en fait un C2 incroyablement polyvalent. Alors, je vous mettrai tous les liens. Hein, passer du temps sur un C2, c'est apprendre à maîtriser le quadriciel. Il n'y a pas de secret, on peut pas le faire à vos places. C'est tout le temps les mêmes principes. Vous allez voir que c'est la terminologie, comme je vous le disais, qui va changer. Je te donne un exemple, on parle de grants. Hein, les grants, sous Covenant, c'est les agents. D'accord. Donc, des fois, les termes vont changer, mais tu retrouveras sensiblement les mêmes choses. D'accord. Alors Covenant, justement, on y est. Hein. C'est Ryan Cobb qui a écrit ça. C'est le dernier framework C2 gratuit. Hein. Il est écrit en C#. Et contrairement à Hermitage, Metasploit, il est principalement utilisé pour la post-exploit et le mouvement latéral avec des auditeurs HTTP, HTTPS, SMB. Hein. Et puis on a des agents hautement personnalisables. Alors il y en a plein, vraiment des C2 encore une fois, mais je vais vous parler également de Silver. Donc Silver, sa spécificité, c'est qu'il a été créé par Bishop Fox et c'est également un C2 multi-utilisateur avancé. Silver, il est créé en Go, ce qui rend l'ingénierie inverse des implants C2 extrêmement difficile. En plus, il prend en charge des protocoles qui vont être très utiles pour nous. WireGuard, MTLS, HTTP, HTTPS, DNS et plein d'autres.
plus, on a des fichiers BOF, de buffer overflow, hein, qui peuvent faire des fonctionnalités supplémentaires. On a des domaines DNS Canary pour masquer les communications C2, donc ça c'est vraiment les bases, et génération automatique de certificats Let's Encrypt pour les balises HTTPS, et bien plus encore. Donc honnêtement, encore une fois, je vous jurerai tous par Cobalt Strike, hein, ou Brutratel et tout ça, il y a plein d'autres bons C2 gratuits qui font le taf, encore une fois. Et puis dans les prochaines vidéos, je vais vous parler un petit peu aussi de quel est le risque d'utiliser des outils que tu as récupérés sur des forums de hackers. Ensuite, les payants, hein, Cobalt Strike, donc Help System, Raphael Mudge, c'est un des frameworks les plus utilisés et les plus célèbres à côté de Metasploit, hein, tout comme Hermitage, il est écrit en Java et conçu pour être ultra flexible. Donc vous avez les pages de formation vidéo sur YouTube, hein, pour Cobalt Strike. Et puis voilà, très très bon outil, rien à dire, mais par contre, voilà, on se retrouve avec, je sais plus combien c'est un abonnement, je crois que c'est 2500 € par an. Ouais, 3500 € même par utilisateur. Ensuite, on a Paranoid Ninja, et qui est Chetan Nayak, qui a créé Brutratel, qui est un framework de commandement et de contrôle même personnalisé. On parle de centre de commandement et de contrôle personnalisable C4, hein, donc communication, ordinateur, commande et contrôle. D'accord. Donc c'est une véritable expérience de simulation de l'adversaire, adversary simulation comme on le dit, dans un quadriciel C2 qui est unique. Alors on a pareil une page de formation vidéo qui vous montre un peu les fonctionnalités du quadriciel. Il y a une version qui était disponible, qui a fuité, qui a leaké il y a 6 mois. La licence a sauté, vous ne pourrez plus l'utiliser, donc ne cherchez pas désespérément quoi. Brutratel disponible dans la nature, toutes les versions que vous trouverez sont des versions backdoorées. Et puis sinon quoi, et puis Cobalt Strike pareil, je vous ferai une petite vidéo pourquoi il faut pas tourner avec des versions pirates de Cobalt Strike, parce que tu vas voir que ça va se retourner contre toi. Donc encore une fois, je vous redirige vers le projet de Jorge Archiles, qui est un red teamer chez Sens, et Bryson Bart, qui répertorie l'ensemble des C2, hein, c'est la matrice C2, et en fonction de vos engagements, vous allez poser la question à la matrice et elle va vous répondre, d'accord? Quel est le meilleur quadriciel C2 à utiliser en fonction de l'environnement, de l'écosystème, de la surface d'attaque. On va mettre à jour notre Linux avant de commencer, hein, on va installer Hermitage, c'est les bases. Pour mieux comprendre, hein, et configurer et administrer un C2, on va commencer par Hermitage, c'est le plus simple, interface graphique pour le framework Metasploit. Donc il y a de très fortes chances que vous avez déjà Metasploit, mais vous n'avez pas Hermitage. On va le télécharger et je vais vous montrer comment configurer MSFDB, c'est la base de données de Metasploit, pour que Hermitage puisse s'y connecter. D'accord? On va partir du principe que vous faites partie d'une red team et vous allez travailler en équipe avec vos collègues sur le même team server. Hein, le team server, c'est le serveur central qui va permettre le command and control. D'accord? C'est la première brique, on va dire. Donc faites un sudo apt update, voilà, full upgrade, hein, pour commencer, ou utilisez Nala, si comme moi vous utilisez Nala, peu importe. Hein. Le but c'est de s'assurer que vous avez bien mis à jour votre repo et installé tous les paquets pour pas avoir de problème de dépendance. Donc j'ai déjà installé Hermitage, hein, donc je vais vous montrer les commandes. Si jamais vous avez des problèmes, vous me laissez des commentaires dans la vidéo. Ok, donc vous allez aller dans un répertoire, je sais pas, faire par exemple sudo mkdir Hermitage. Ok, on va aller dedans, on va se cloner le repo, pardon. Ok, c'est sur GitLab, pardon. Ok, donc vous l'avez là, vous allez faire un CD, on va aller là-dedans. D'accord, maintenant il faut qu'on procède à la compilation. Il faut qu'on construise notre programme. Alors, il faut qu'on le compile en Java. Si vous avez un bash, en principe, il y a un package, ouais. Voilà. Donc le premier truc à faire, que vous allez faire, c'est bash. Utilisez bash, utilisez pas ZSH parce que des fois il y a des problèmes. Utilisez bash et lancez package. D'accord? Donc ça va se dérouler. Je vous mets une capture d'écran. Hein, ça va tout simplement compiler en Java. Ça va faire le build.
Et ça va vous donner un fichier jar qui va vous permettre de faire tourner un jar. Vous le savez, c'est une archive compressée. Toutes les applications Java ont ce format. Une fois que le processus est terminé, vous aurez en théorie tout dans Release Unix. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le fichier qui démarrera le serveur d'Hermitage, il prend deux arguments, l'adresse IP, l'adresse IP pour se connecter au serveur et le mot de passe partagé, le share password qui sera utilisé pour l'ensemble des opérateurs de l'équipe rouge pour se connecter au team serveur Hermitage. Et ensuite, on a le client. Donc le client, vous l'avez compris, va venir se connecter au team serveur Hermitage et vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître. Je vais vous montrer. On va vous demander les informations de connexion et votre nom d'utilisateur. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on modifie en l'état la base de données. D'accord? Alors avant de pouvoir lancer Hermitage, on va faire quelques vérifications pour s'assurer que Metasploit est correctement configuré, notamment au niveau de la base de données, puisque Hermitage s'appuie fortement sur la fonctionnalité de DB de Metasploit et ils utilisent les mêmes composants. D'accord? Donc il va falloir qu'on vérifie qu'on a bien un PostgreSQL qui est fonctionnel. Ok, donc là on a démarré le service, on peut lui faire un status. Ok, c'est un succeed. Donc je vais lui donner mon adresse. On va tuer le processus 3871. Ok. Donc je lui mets mon adresse de VPN et je lui dis je veux me connecter en tant que Totolac. Donc pareil, je vous parlerai de l'écart, comment on peut détecter les scripts qui à l'autre bout du monde et comment ils utilisent des outils piratés. Tu vois bien que ton certificat il est signé Hermitage Hacker, Fast and Easy Hacking, à mon avis. Tu vas te faire péter. Cyberspace somewhere on Earth. Ok, donc on a le fingerprinting à vérifier. Et on a notre mot de passe et MSF. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir se lancer en Hermitage tout court. Donc, vous l'avez compris, on vérifie bien l'adresse IP. On n'est pas sur le localhost. Nous, on est sur la 10, 11, 16, 69, 55, 53, 7 EE. Ça finit par 18B, c'est que c'est la bonne machine. Donc pareil, chaque coéquipier et toi auront quoi? Tu l'as compris, un nom d'utilisateur, c'est ce qui va permettre de travailler collaborativement. Ok. Donc là, moi je suis connecté au team serveur. Après il y a Toto qui va se connecter au team serveur. Il y a Tata qui va se connecter. D'accord? Et on peut s'envoyer des messages. Grosso modo, pour la sécurité des opérations, l'OPSEC, quand tu utilises un C2, t'exposes jamais publiquement l'interface de gestion. Il y a des fous furieux, on a à peu près 300 serveurs Cobalt Strike que tu peux atteindre publiquement, d'accord? C'est du grand n'importe quoi. Il faut jamais faire ça. Ça veut dire que on va écouter sur le localhost, sur l'interface locale, mais jamais sur une interface publique, d'accord? Ça complique l'accès aux autres opérateurs, mais vous pouvez, pour qu'ils aient accès au serveur, c'est à toi de créer un nouveau compte utilisateur pour eux au sein d'Hermitage et d'activer le SSH sur le serveur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va transférer notre port. On a vu qu'on se connectait en quoi? En 55 553. J'ai rien inventé. Comment je sais ça? Et ça, on va le bind. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, tu vas le rerouter, transférer sur le 22. D'accord? Hermitage refuse explicitement aux utilisateurs d'utiliser le localhost parce qu'il s'agit essentiellement d'un serveur Metasploit partagé avec ce qu'on appelle un serveur de déconfliction. La déconfliction, ça permet à plusieurs utilisateurs de se connecter au serveur et vous ne voyez pas tout ce que les autres utilisateurs voient. D'accord? Vous travaillez sur la même base de données, mais ta session, c'est ta session. D'accord? Là, c'est saltimbanque et personne d'autre. D'accord? Donc, je verrai les messages de mes collègues, mais je ne verrai pas ce qu'ils font. Je me concentre sur mon travail, pas sur le leur. D'accord? Mais on reste en communication pour faire le taf. D'accord? Donc, avec Hermitage, soit t'écoutes sur Tune 0, ETH 0. Là, j'aurais mis une adresse en classe C. Soit, je lui ai mis quoi? Je lui ai mis Tune 0. Je lui ai mis mon interface VPN. Ok, donc maintenant que c'est configuré, on va voir un petit peu les bases, la création d'auditeurs.
les différents types d'auditeurs, génération de charges utiles et bien plus encore. Donc maintenant que nous avons une idée générale de la configuration d'un C2, on va passer en revue quelques détails opérationnels de base. D'accord? Pour avoir accès au serveur C2, il faut quoi? Le but pour vous, ça va être de pratiquer et d'acquérir une expérience générale, mais des familiarités avec les cadres de commandement et de contrôle. Alors l'OPSEC, sécurité opérationnelle de base, j'en parlerai, mais je vais vous le mettre là, comme ça vous allez voir que vous êtes grillé. On a une capture d'écran avec un éditeur hexadécimal, et ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des garde-fous. Il y a des protections. Il y a du watermarking, comme on l'appelle, qui va permettre de fingerprinter, de trouver un pattern, un motif récurrent dans un logiciel piraté. Et c'est le cas. T'as Cobalt Strike, super, t'as Cobalt Strike, t'as plein de versions de Cobalt Strike. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'il y a une balise qui s'appelle EICAR. Donc celle-là, déjà, elle est activée par défaut. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas venir pirater une entreprise avec ce logiciel piraté, en fait, tout de suite, on va te détecter. C'est pour empêcher. Tu l'as compris, comme ces outils sont des cyberarmes, on n'a pas envie que ça se balade dans la nature. Et quand bien même, si tu arrives à mettre la main sur une version pirate, tu seras flagué, de facto. Tu vois, mais ça, tu le sais pas, parce qu'encore une fois, t'as un script qui dit, tu t'intéresses à rien, et la sécurité des opérations, c'est ce qui fera que tu iras en prison. Alors, jamais avoir une interface de gestion 7.2 directement accessible à partir d'Internet. Sécurité opérationnelle qui prime, pareil. Ça peut être facile de faire une empreinte digitale de vos serveurs C2. Donc on fera du domaine founding. On va acheter des noms de domaine pour camoufler nos serveurs. C'est pas toi qui vas le faire dans ta cave tranquille directement à partir de ton fournisseur d'accès Internet. Si tu fais ça, t'as rien compris au hacking, tu vas te faire péter. Mais bon, c'est un autre problème. Je t'amènerai pas les oranges en prison, je te l'ai déjà dit. Donc, dans les versions antérieures à la 3.13, les serveurs Cobalt Strike C2 étaient identifiés. C'est ce que tu as sous les yeux par un espace supplémentaire. Un anti-slash X20, ouais, c'est dommage, tu vois. Toi, tu le vois pas. Mais il y a un white space, et un white space, tu le sais, c'est ce qu'on appelle les métacaractères. Un métacaractère est un caractère, même si pour toi, tu comprends pas trop. Et là, à la fin de la réponse HTTP, tu avais un white space. D'accord? Ce qui permet à tous les blue teamers de faire du fingerprinting, des empreintes digitales de tous les serveurs Cobalt Strike accessibles au public, d'accord? Qui sont dans la nature. Et grâce à ces informations, à notre fingerprinting, on va pouvoir identifier les serveurs Cobalt Strike directement. D'accord? Donc je vous ferai une vidéo à ce sujet pour voir, en fait, tu ne crois que ce que tu vois, mais le problème c'est que tu vas te faire bien baiser parce que c'est invisible. Et voilà, encore une fois, si tu es en dilettant, il va t'arriver des bricoles, mon copain. Le point en mentionnant cela, c'est que vous allez réduire votre risque de sécurité opérationnelle autant que possible, d'accord? Il y a des techniques pour ne pas rendre accessible publiquement l'interface de gestion. Mais ça, je vous laisserai bosser vos cours, apprendre la cybersécurité et puis évoluer. D'accord? Là, c'est les bases. Encore une fois, je n'ai pas envie de donner de détails qui pourraient être utilisés dans la nature pour faire le mal. D'accord? Donc, on survolera. Moi, de toute façon, tout ça, je le connais. Et puis vous, ça sera une introduction si vous débutez, si vous voulez apprendre la cybersécurité. Alors, le C2, qui écoute localement. C'est ce qu'il faut retenir. Grosso modo, on va se concentrer à rediriger notre port SSH, comme on l'a vu. Vous savez qu'on peut faire une redirection de port. Je vous mets un diagramme. Ça nous permet soit d'héberger des ressources sur une machine distante en transférant un port local vers le serveur distant, soit d'accéder aux ressources locales sur la machine distante à laquelle nous nous connectons. D'accord? Et ça peut parfois contourner les pare-feux. Donc, c'est une technique à utiliser, le SSH tunneling. C'est du pivot en réseau et tu dois parfaitement maîtriser ces techniques. D'accord? Donc, si tu regardes le premier, qu'est-ce qui va se passer? Là, j'ai un problème. J'ai un problème, j'ai quoi? J'ai le pare-feu qui me bloque sur le 80-80. D'accord? Par contre, si j'autorise le 22, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tout simplement, je vais me connecter en SSH, port forwarding sur le 80-80, et tu as bien compris que ça va rerouter. Le TCP22 est autorisé sur le pare-feu. Ça nous permet de facto d'accéder maintenant au TCP, à un lot de flux sur le 80-80. D'accord? Grâce au TCP22. Ça, c'est le principe du port forwarding. D'accord? Donc maintenant qu'on comprend mieux, il va falloir transférer le SSH. On va voir un peu comment faire. D'accord? Donc là, on a vu que notre serveur, Team Server Hermitage, il tourne sur le TCP en 55
553. Donc, si je veux accéder au port distant, 55553, 553, il va falloir que je transfère quoi? Un port local pour transférer notre port local au team serveur distant. D'accord? Donc, pour rappel, hein, Armitage, comme tant d'autres, l'interface de loopback, tu ne pourras pas. De 127.0.0.1 à 127.255.255.255, tu oublies.